OK, 13h33. Parlons de Mythe et complot avec Christian Page. Bonjour, Christian. Salut, Louis. Oh, la petite voix éraillée. Oui, hein, c'est sexy. Aujourd'hui, oui, c'est... J'ai beaucoup d'appels de gens qui trouvent ma voix sexy. Bon, alors, parlons des pires nouvelles de 2012. Évidemment, on va commencer avec la king des pires nouvelles de 2012. Oui. La fin du monde. La fin du monde. En fait, est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle? Là, on est en 2013, c'est pas arrivé. Hein, exact. Okay. Donc, pour certains, c'est une bonne nouvelle puisque la fin du monde n'est pas arrivée. Mais en même temps, c'est une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle en ce sens que moi, je suis toujours un peu surpris de voir de quelle façon on peut exploiter de façon étendue la crédulité des gens. Hein? Il faut se rappeler que cette histoire de l'Apocalypse 2012, là, cette histoire de prophétie, ça a donné naissance à un véritable commerce. Hein. Aujourd'hui, Louis, si tu vas dans des grandes librairies, des grandes surfaces, là, que ce soit Renaud-Bré ou des librairies anglophones, hein, comme Chapters ou Indigo, tu vas être surpris de voir qu'il y a sur les rayons, dans la catégorie sciences occultes, ésotérisme, tu as des dizaines de bouquins qui ont été écrits sur cette histoire de Prophecy 2012, etc., etc. Et ces ouvrages-là, ben aujourd'hui, on en fait quoi? Ils vont servir à alimenter nos foyers. Ben oui. Ça vaut pas le papier ça vaut même pas le papier sur lequel ça a été imprimé. Hein. On a exploité des gens se sont rués, ont acheté ces ouvrages-là. Mais j'étais surpris de voir parce qu'ils faisaient des sondages. Ils disaient, genre, t'avais des sondages, 95% des gens croient pas à ça. Pas. Mais là, tu dis, il y a quand même 5% des gens qui y croient. Et voilà. Tabarnouche. Et 5% des gens qui y croient, si on est aux États-Unis, tu comprends que la masse est énorme. Et en ce sens, ce qui m'a un peu déçu de toute cette histoire-là, c'est que, bon, on le rappelle, cette histoire du calendrier Maya vient d'une interprétation à partir d'une stèle qui avait été découverte dans les années 80. C'est pas quelque chose qui est récent, ça, là. Donc, dans les années 80, on avait trouvé une stèle près de Veracruz, au Mexique. Et sur cette stèle-là, évidemment, on évoquait les 3 types de calendriers. Alors, pour ceux qui l'ignoraient encore, les Mayas avaient 3 calendriers pour calculer le temps. Un premier calendrier qui représentait à peu près une année. Un deuxième calendrier qui représentait à peu près 30 ans, qui était la durée de vie moyenne des individus. Et ensuite, on avait un très long calendrier qui, lui, avait 5125 ans. C'est la fin de ce 3e long calendrier qui a marqué cette histoire d'apocalypse, de fin du monde. Et déjà, lors de la découverte de la stèle, en 1988, en fait, faut dire, elle a été découverte en 86, elle est restée dans les caves du musée pendant 2 ans avant qu'on la ressorte et on interprète ce qu'elle disait. Et lorsqu'on s'est rendu compte que cette stèle parlait de la fin de ce grand calendrier qui marquait l'année 2012, ben, plusieurs ésotéristes, occultistes ont récupéré ça pour faire une sorte de situation apocalyptique avec ça. Et ça, malgré le fait que, de façon mainstream, de façon générale, on avait des archéologues qui, eux, dénonçaient ça en disant non, cette vision apocalyptique est une vision essentiellement occidentale. Les Mayas ne voyaient pas le temps comme ça. La fin du calendrier ne fait que marquer le début d'un renouveau. Et on a exploité sur cette histoire-là des milliers de gens. On a publié des ouvrages, on a développé un commerce. Et encore aujourd'hui, ben, je suis toujours un peu surpris de voir de quelle façon on réussit à embobiner les gens avec des histoires un petit peu plates. Et malheureusement, je pense qu'il y avait d'autres sujets plus intéressants en 2012 à évoquer lorsque l'on parle de phénomènes étranges, de mystères, etc., plutôt que de parler de cette histoire. Mais tu vois, là, on peut plus parler de ça parce que c'est pas arrivé finalement. Non, c'est pas arrivé. Mais on va bien ressortir Nostradamus. Ça me faisait penser un peu aux prophéties de Nostradamus que tout le monde avait interprété puis qui était interprétable d'à peu près 1000 façons aussi. Là. Absolument. Et tu sais que lorsque l'on parle des fameuses prophéties de Nostradamus n'a daté qu'une seule de ces prophéties. Hein. On parle de à peu près 1 millier de prophéties, les fameux quatrains. Bon, et sur les 1000 prophéties qu'il a fait, une seule était datée. Et cette prophétie, il parlait d'une menace qui viendrait du ciel, qu'il avait datée pour l'été de 1999. Et rappelle-toi l'été 1999. Que s'est-il passé? Et mon Dieu, mais il y a eu 365 jours cette année-là. Ouais, et je te le donne en 1000, il s'est rien passé à l'été de 99. Et étonnamment, moi j'étais persuadé, j'ai dit avec cette histoire-là, hein, il avait dit en l'an 99, le 6e mois, le grand roi des frayeurs. J'ai dit écoute, c'est la seule prophétie de Nostradamus où il a donné un moment précis pour c'est pas arrivé. Ça s'est pas produit. Je me suis dit
Nostradamus, c'est fini. Merci, bonsoir. Mais non, on nous a trouvé le moyen de le ressortir à nouveau. Mais tu as remarqué qu'on n'en parle plus depuis quelques années? Effectivement, il est devenu moins populaire. Il est devenu un peu une persona non grata, notre Nostradamus. Il y en a avec Internet en plus. Maintenant, tu peux aller voir les quatrains. Tu te rends compte que c'est n'importe quoi. Absolument. Et on en a même inventé. Je me rappelle l'histoire du 11 septembre, par exemple, des tours jumelles, etc. On avait une sorte de prophétie à la Nostradamus qui circulait, mais cette prophétie était tout à fait fictive. Elle ne faisait pas partie des prophéties originales de Nostradamus. Bon, deuxième nouvelle ou pire nouvelle de 2012, tu marques YouTube, mais c'est les films un peu étranges qu'on peut y voir. Et en fait, c'est une mauvaise nouvelle qui revient chaque année. Chaque année, les gens me demandent, oui, Monsieur Page, qu'est-ce que vous pensez de tel film ou de tel film sur YouTube, etc. Et là, évidemment, 2012 a eu sa cuvée de films de fantômes, d'ovnis, de mystères, de créatures bizarroïdes. Et qu'est-ce que l'on peut dire de tous ces films? Et je vais me répéter encore une fois, pas de source, pas de crédibilité. Et c'est toujours ça le problème dans ces histoires de YouTube, c'est qu'on retrouve plein de films aussi spectaculaires les uns que les autres, mais on ne sait pas de quelle façon ces films-là ont atterri sur le réseau, on ne sait pas comment ils se sont propagés. Il faut savoir... Puis c'est tellement facile techniquement maintenant de manipuler l'image, Juste donner un exemple, ce fameux, cet aigle qu'on voyait enlever un enfant, tu as sans doute vu cette vidéo-là sur YouTube, qui a été faite par des étudiants en cinéma, je pense que c'est l'Université de Montréal, l'Université McGill, c'est pas trop, et qui a été placé, qui a connu un succès extraordinaire sur YouTube, alors qu'on a su, il y a quelques semaines, qui était derrière cette machination-là. Voilà. Et le grand problème, il y a comme une sorte de b.a.-ba du film. Il faut savoir que avant de jauger ou de juger un film, il faut avoir un certain nombre de paramètres. Ça ne prouve pas que ce film-là est authentique. Mais au départ, on doit savoir qui a tourné les images, dans quel contexte ces images ont été tournées, qu'est-ce qui a été utilisé pour tourner les images, quel était le lieu où se trouvait le vidéographe au moment de tourner ces images, quelle était la date, quelles étaient les conditions atmosphériques. Donc, on doit connaître toute une série de paramètres avant de pouvoir juger des images qui nous sont montrées. Et hélas, YouTube ne répond à peu près jamais à ces critères-là. Tant et si bien que quel que soit l'aspect spectaculaire des films qu'on retrouve sur YouTube, c'est toujours de l'entertainment. C'est du divertissement et ça s'arrête à peu près à ça. Donc oui, c'est une mauvaise nouvelle parce que ça vient gâcher décrédibiliser les vraies affaires. Absolument. Donc, à travers toute cette mouture de films et d'images, probablement qu'il y a des gens qui ont vraiment filmé des phénomènes aériens inexplicables. Il est possible que des chasseurs de fantômes à travers le monde aient réussi à tourner des images étonnante, d'un objet qui bouge, d'une porte qui s'ouvre d'elle-même. Donc, des trucs intéressants. Malheureusement, c'est quelques images, parce qu'il faut toujours se rappeler que les gens me demandent « Qu'est-ce que vous pensez des phénomènes paranormaux? » Alors, je vais te donner mon opinion. Je crois que les phénomènes paranormaux existent, mais ce sont des phénomènes qui demeurent rarissimes. Et à travers cet aspect de rarissime, quelles que soient les images, aussi rarissimes soient-elles, aussi intéressantes soient-elles, elles se perdent dans toute cette nuée, dans toute cette mouture de films qui circulent sur YouTube, et il devient à un moment donné impossible de séparer le bon grain de l'ivraie. Puis souvent, on appelle paranormal ce qu'on comprend pas, dans le fond. Oui, ce qu'on n'est pas capable d'expliquer. Tu sais, Louis, je te dirais que ça fait un peu plus de 30 ans que je suis dans ce domaine-là. Je pourrais te dire que dans 95% des cas de phénomènes qui sont rapportés comme tels, comme étant paranormaux, je te dirais que dans 90-95% des cas, il y a des avenues alternatives pour expliquer le phénomène sans avoir à faire intervenir le surnaturel. OK. Alors, vous voyez, c'est Christian Page qui le dit, mesdames, messieurs, là, quand même. Donc, ça, c'était notre deuxième mauvaise nouvelle, YouTube, donc toujours avec un grain de sel. C'est divertissant, mais ça s'arrête. Christian, ta troisième pire nouvelle de 2012, c'est la NSA qui publie ses dossiers OVNI. Oui, en fait, au départ, ça a été perçu plutôt comme une bonne nouvelle. Tu sais, la NSA, pour les gens qui nous écoutent, c'est la National Security Agency. Pendant longtemps, on a pris l'acronyme de NSA pour dire No Such Agency. Parce que c'était l'organisme le plus secret des États-Unis. En fait, c'est comme une CIA, mais boostée aux stéroïdes. Là. Voilà. Et ses dirigeants ne rendent compte de ce qu'ils font uniquement qu'au président. Donc, c'est quelque chose d'excessivement hermétique, cette NSA. Et voilà que
au cours de l'année, la NSA, faut quand même faire un petit recul dans l'histoire. À partir du moment où le gouvernement américain a voté cette fameuse loi d'accès à l'information, plusieurs organismes, le FBI, la CIA, l'armée de l'air américaine, évidemment, ont été inondés de demandes de la part des ufologues, les experts sur les ovnis, qui ont demandé d'avoir accès à des dossiers sur différents aspects du phénomène. Et à travers les années, donc, des milliers de pages de documents, jusqu'alors classés confidentiels, ont été ainsi rendus publics. Et parmi les organismes auxquels on s'était adressé pour obtenir des documents, il y avait cette fameuse NSA. Et la NSA souvent répondait, on n'a jamais enquêté sur les ovnis, ça ne nous intéresse pas, ça n'a pas été notre tasse de thé. Et puis, on sait aujourd'hui, à cause de quelques fuites qu'il y a eu dans les milieux de l'information, disons, souterraine, que la NSA avait quand même de nombreux dossiers sur les ovnis qu'elle n'avait pas rendus publics. Et là, voilà qu'en 2012, la NSA annonce, en grande pompe, qu'elle va publier ses dossiers sur les ovnis et ainsi clore tout ce débat sur ce qui est caché ou pas caché. Alors évidemment, les amateurs d'ovnis perçoivent cette annonce-là comme une révélation. Va-t-on enfin lever le cover-up, la conspiration du silence sur les ovnis? Écoute, Louis, je te l'ai amené. C'est vraiment un ouvrage extraordinaire. C'est une sorte c'est gros comme un bottin téléphonique, épais comme un bottin téléphonique, mais ça vaut la peine que tu feuillettes quelques pages absolument pour comprendre la suite de mon commentaire. The Blue Book. Oui, voilà. Il faut savoir que dans les années 60... boy! Bon, je fais juste ouvrir on comprend là qu'il n'y a rien là-dedans, là. Voilà. Donc, entre 1952 et 1969, l'armée de l'air américaine a tenu un projet d'enquête sur les ovnis qu'elle avait appelé Projet Blue Book. Et durant cette même période, évidemment, la NSA a colligé des informations sur les ovnis de façon parallèle à ce qui était colligé par l'armée de l'air américaine. Alors, pour expliquer aux gens, Christian, qui n'ont pas le document entre les mains, là, alors le livre, comme tu viens de le décrire, est assez volumineux, mais quand tu ouvres à n'importe quelle page, en fait, c'est blanc, avec quelques lignes de texte un peu écrits au téléscripteur, mettons, là. Et les seules choses qu'éventuellement on aurait pu lire dans des pages blanches, c'est caviardé. C'est-à-dire qu'on a passé le crayon noir dessus pour pas qu'on soit capable de lire ce qu'il y a en dessous. On va vous dire une chose. T'as tout compris. Donc, ce document-là n'est rien d'autre que des bouts de papier censurés qui ne nous révèlent absolument rien. C'est un exercice qui a été futile. Donc, cette annonce qui, au départ, était plutôt prometteuse, l'idée que la NSA publiait ses dossiers sur les ovnis, finalement, ça a été un pétard mouillé parce que quand le document a été rendu public et qu'on a eu accès à ce fameux document, qui est rarissime en fait, mais quand même, j'ai pu, moi, en obtenir une copie, c'était pour constater que les documents étaient censurés de façon soutenue et qui ne révélaient absolument rien. Et la seule partie où on peut lire des choses, c'est une revue de presse. Voilà. Alors, c'est tous des articles qui ont été publiés dans différents quotidiens au fil des ans. Alors, c'est le seul bout où on peut lire de quoi, mais évidemment, t'apprends rien. Qu'on nous place en annexe, mais les documents eux-mêmes du gouvernement sont tout à fait censurés, donc absolument sans intérêt. Donc, cette nouvelle a été un gros pétard mouillé. Alors, je sais pas combien ça coûtait, ce livre-là. Je pense que tu t'es fait avoir. Alors, bruit étrange, Christian. Dans le monde. À travers le monde. Et oui, ça nous ramène un peu à notre histoire de YouTube. Probablement que tu as entendu parler de ça. Certainement que les auditeurs vont se rappeler. J'en ai parlé au cours de l'été. Il y a eu tout au long de l'année des vidéos qui ont circulé, notamment sur YouTube, bien sûr, des vidéos qui ont été tournées par des vidéastes amateurs et qui ne montraient pas, mais sur lesquelles on entendait des sortes de bruits qu'on n'arrivait pas à expliquer. Donc, c'était des images prises au milieu d'un parc et on entendait comme venant du ciel une sorte de grondement. Parfois, ça avait de l'air de son de trompette. Parfois, ça avait de l'air d'un simple grondement comme ceux qui vont précéder les tremblements de terre, ce genre de trucs-là. Et tout le monde s'est interrogé un peu quelle est la source de ces bruits-là. Évidemment, les bruits ont été récupérés par toute une communauté d'amateurs d'ésotérisme, d'occultisme, qui associaient ça, bien sûr, à la venue imminente de la fin du monde. Ouais. Et là, on disait que c'était Gaïa. Hein, dans les milieux ésotériques, le nom de la Terre, c'est Gaïa. Et on lui prête une personnalité, c'est comme si elle était elle-même une entité vivante. Et là, c'était un peu la révolte de Gaïa. Donc, Gaïa qui se plaignait en laissant émettre ces sons-là dans l'atmosphère pour le mauvais traitement qu'on lui avait fait, les mauvais traitements en fait qu'on infligeait à la planète. Le problème de ces images-là,
Et j'en ai parlé, c'est parce qu'on ne sait jamais qui les a tournés dans la plupart des cas. Et je me rappelle avoir vu à un moment donné un montage de plusieurs séquences qui avaient été tournées, nous disait-on, à travers le monde. Et on voyait une séquence, c'était marqué Montréal, février 2012. Ouais. Et on avait l'impression de regarder le carré Saint-Louis en plein mois de juillet, là, avec du beau gazon vert et des feuilles dans les arbres. Je sais pas qui a fait, le type qui a fait ce montage-là ne s'est jamais présenté à Montréal au mois de février parce que il aurait vite compris que les choses ressemblaient pas à ça. Et ce que l'on sait, c'est peu de gens ont essayé de découvrir quelle était la source de ces bruits-là. Et ceux qui ont fait l'exercice ont vite trouvé des explications. L'une des sources, entre autres, était des grosses machines industrielles qu'on utilisait pour la coupe de bois. Donc, ces grosses machines, ces gros appareils avec des sortes de scies circulaires à l'avant qui avancent dans la forêt pour couper du bois. Ouais. Et ces machines-là émettent un son de trompette un peu, et c'est dans bien des cas de ces vidéos-là, c'était ces bruits-là qu'on entendait. Ce qui n'a pas découragé les amateurs de mystère, de complot, et pour nous présenter tout ça dans des films présentés sur YouTube en essayant de nous faire croire que tout ça était bien réel et tout ça était annonciateur d'un changement imminent à l'échelle de la planète. Bon, alors finalement, encore une fois, on se fait avoir. Faut pas croire tout ce qu'ils disent sur les internets, comme dirait ma grand-mère. Paix à son âme. Finalement, il y a eu une flopée également en 2012 de faux documentaires paranormaux. Ouais, voilà. Ça, c'est un peu je dirais un peu ma montée de lait personnelle, si je puis dire. Ouais. Oui, parce que toi, les documentaires que tu fais sont basés sur des choses véridiques. Voilà. Et depuis la sortie de ce film en 1999, de Blair Witch Project, que tu te rappelles sûrement. Oui. Qui n'était pas le premier du genre. On avait l'idée d'exploiter, de faire des faux documentaires. Des faux vrais films. Des faux vrais films avaient déjà circulé dans les années 60, 70. On avait déjà fait de ces faux documentaires. Mais je pense que le momentum n'était pas là. Et lorsqu'est arrivé le Blair Witch Project, ça a fonctionné très bien. Et depuis The Blair Witch Project, en 1999, on a assisté à toute une série de faux documentaires qui nous sont présentés, tournés de façon très amateur, avec des petites caméras, tout ça. Ça fonctionne bien sur le plan, disons, financier. Hein. Je regarde simplement... En fait, moins t'as de moyens, plus ça a l'air vrai. Voilà. Et si on regarde, par exemple, je peux comprendre que les studios hollywoodiens soient intéressés par ce genre d'approche. On regarde, par exemple, le film Paranormal Activity 4. Qui a été tourné, qui a été présenté au cours de l'année 2012. Ce film a coûté 5 millions à produire. Il a rapporté 120 millions au studio. Le retour sur l'investissement est intéressant. Et très intéressant. Tu regardes un film comme Devil Inside. Ça raconte quoi, ces films-là? Paranormal Activity, c'est toujours un peu la même histoire. Ce sont des gens, un couple en particulier, qui sont convaincus que leur maison est hantée. Ils placent une caméra vidéo quelque part. Okay. Et cette caméra, de façon spontanée, sporadique, va filmer des événements à caractère paranormal. Okay. Donc, c'est toujours un peu la même technique qui est utilisée. Paranormal Activité 4, comme je l'ai mentionné, a coûté 5 millions, a rapporté 120 millions au studio. The Devil Inside, où là, on suit une cinéaste qui produit un documentaire sur la possession diabolique. Le coût a été d'1 million de dollars et il a rapporté au studio 53 millions. Et là aussi, quand même intéressant. Bon, ça fonctionne bien d'une certaine façon, mais on peut quand même se dire que cette exploitation du faux documentaire fait énormément de tort à ceux qui essaient de faire des documentaires sérieux sur les phénomènes paranormaux. Et pour les gens qui sont moins bien au fait de ce qui se fait dans ce domaine-là, on se retrouve dans une zone grise où on ne sait plus distinguer le vrai du faux. Et moi, je pense qu'il y a également des sujets d'ordre paranormal, des histoires qui méritent d'être reproduite, qui mérite d'être portée à l'écran sans qu'on ait à utiliser toujours cette même technique du faux documentaire. Je pense que le faux documentaire, assez, c'est assez. Je pense que, en tout cas, en ce qui me concerne, et je suis persuadé de ne pas être le seul dans cette catégorie-là, je pense que l'exploitation du faux documentaire, on en a assez maintenant. Il serait temps de passer aux vraies choses. Bon, puisqu'il nous reste quelques minutes, Christian, si on est dans les bilans, là, toi, là, ton information ou ton information insolite de l'année 2012, ta préférée, celle qui t'a le plus jeté à terre, c'était quoi? On en a l'affaire que tu te dis, hey, ça se pourrait-tu être vrai ou je sais pas trop. Ouais, tu vois, la semaine dernière, on a parlé des meilleures nouvelles sur les phénomènes paranormaux et pour moi, ce qui a marqué la nouvelle la plus importante, en tout cas celle que j'ai soulignée avec un grand intérêt, c'est le fait qu'on a qu'un organisme qui finance
la recherche sur des aspects, disons, plus philosophiques. Ouais. La Temple... le truc du... ils ont financé à 5 millions de dollars une recherche sur les expériences de mort imminente. Oui, c'est ça. Parce qu'il faut bien comprendre que lorsque l'on parle de la recherche dans les phénomènes paranormaux, c'est à peu près zéro. Faut bien comprendre, il y a encore quelques années, par exemple, il y avait un budget d'1 million de dollars qui était partagé entre à peu près 50 laboratoires de recherche en parapsychologie. Écoute, 1 million de dollars, un coup t'as payé ton compte de téléphone, puis tes locaux, il reste plus beaucoup d'argent pour faire de la recherche. Et pas de recherche, pas de résultat. Et c'était toujours ça un peu la problématique. Donc, lorsque les sceptiques prétendent qu'il n'y a pas de progrès dans le domaine de la recherche en parapsychologie, c'est parce que le sujet est nul. C'est absolument faux. Il n'y a pas de résultat parce qu'il n'y a pas d'argent investi là-dedans. Et on le comprend. Il y a des choses qui sont plus importantes socialement que d'essayer de faire une recherche sur les fantômes ou sur les extraterrestres. Néanmoins, lorsqu'on met un peu de sous dans ce type de recherche-là, je pense que ça doit être souligné et je ne peux qu'encourager ce genre de démarche. Monsieur Page, ce fut un plaisir renouvelé de vous avoir avec nous. J'imagine que 2013 va te réserver plein de belles surprises merci, paranormales. Oui. Et une bonne année à tous nos auditeurs. Merci, Christian, d'avoir été là. On fait une pause, mesdames, messieurs. Hey, je te remets ton Blue Book. Merci beaucoup. Ça, tabarnouche, une masse d'informations inutiles. OK. Alors, on fait une pause, mesdames, messieurs. On revient dans un tout petit moment. Restez là.